On va résumer le livre Petit pays de Gaël Faye, qui a été publié aux éditions Grasset. C'est un résumé détaillé et par chapitre. On commence avec le prologue. C'est un petit garçon qui raconte qu'il est dans la camionnette de son père. Ils sont au Burundi. Et son père lui explique le problème ethnique. Il lui explique qu'au Burundi, il y a différentes ethnies. Il y a les Hutus, les plus nombreux, et les Tutsis. Il dit que donc du coup, les Hutus, ils sont petits avec un gros nez. Donc on voit que c'est une famille riche parce que le petit garçon, il demande, est-ce que c'est comme notre cuisinier? Il s'appelle Donatien. Il dit non, le cuisinier, c'est un Zaïrois. Ça, c'est pas pareil. Il y a aussi des Tois, mais ça, c'est des pygmées et comme ils sont pas nombreux, ils comptent pas. Et il dit finalement, les Hutus, donc ils sont petits avec un gros nez, et les Tutsis, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et ils sont comme toi, parce que toi, tu es comme ta mère. Et on comprend que ce petit garçon, il a une maman Hutu. Mais il comprend pas bien toute cette histoire. Il dit, mais pourquoi est-ce que ils s'entendent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas le même territoire? Si. Est-ce qu'ils n'ont pas la même langue? Si. Alors est-ce que peut-être ils n'ont pas la même religion? Il dit si, ils ont la même religion, le même Dieu. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font la guerre? Et le père répond, peut-être avec humour, c'est parce qu'ils n'ont pas le même nez. Et du coup, lui et sa sœur se mettent à regarder les gens pour essayer de deviner si c'est des Hutus ou des Tutsis. Et ça commence un petit peu à les travailler, et ils voient d'autres enfants à l'école qui réagissent pareil. Et un jour, pendant une projection de Cyrano de Bergerac, quelqu'un dit en rigolant « Regardez son nez, il a un grand nez, c'est un Tutsi ». Donc ça, c'est le prologue du livre, et ça nous présente un petit peu le drame qui va arriver, mais c'est sous les yeux d'un enfant, et ça nous le présente de façon un petit peu drôle et humoristique. Et on va attaquer le chapitre 1. Donc maintenant, on va résumer le premier chapitre du livre Petit pays. Ce chapitre, il est écrit en italique. Il est écrit en italique parce que c'est un texte dans le texte, c'est en fait écrit par le narrateur. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, c'est le petit garçon qu'on avait vu dans le prologue, et là, il est devenu adulte. Sa grande sœur a grandi aussi, et il dit que il fait des rêves et ça l'obsède parce qu'il veut revoir ce pays. Donc on comprend qu'il l'a quitté le Burundi. Sa sœur, qui est aussi devenue grande, elle dit que c'est un pays maudit et elle veut même pas en entendre parler. Donc le narrateur, c'est devenu un adulte qui a plus ou moins réussi sa vie parce qu'il a l'air d'avoir un travail, d'être bien intégré à Paris où il vit. Mais il y a quelque chose qui est un peu spécial. Il aime bien rencontrer des filles sur Internet. Mais lui, il dit qu'il ne peut pas dire qu'il habite à Paris, il dit qu'il n'habite jamais nulle part finalement. Et quand il rencontre des filles, elle lui pose toujours des questions, et entre autres, comme elle voit que, qu'il a la couleur de peau noire, elle lui demande comment ça se fait, d'où tu viens, de quelle origine. Et lui, il répond simplement, je suis un être humain. Et il dit, peut-être qu'elle croit que je veux faire de l'humour ou de l'esprit. Il dit, mais c'est parce que je ne sais pas me définir par rapport à mes origines. Mais lui, ce qu'il aime bien, donc, c'est rencontrer des filles sur Internet. Et comme il ne veut pas parler de lui et encore moins de son histoire, il écoute tout ce qu'elles disent. Il se régale avec leurs parfums et il adore évidemment rencontrer tout un tas de filles. Et il dit que dans sa vie, c'est un petit peu comme dans ses relations amoureuses, il n'y a jamais rien dans lequel il est complètement à fond. Il dit qu'il connaît un petit peu plein de domaines, mais il n'y a rien qui l'ait fait vraiment entièrement de façon approfondie. Il n'a pas un talent exceptionnel qu'il aurait vraiment bien maîtrisé. Il se dit qu'il est comme ses pieds qui sont cachés dans des belles chaussures bien cirées, mais qui manquent d'être en plein air. Donc en fait, il a 33 ans, donc il sort, il va tout seul dans un café pour fêter ses 33 ans en commandant un whisky. Et il voit à la télé des réfugiés qui arrivent. Et il dit, ça, c'est des informations. Mais les informations, ça ne nous dit pas vraiment ce qui se passe dans le cœur des gens. Ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est d'avoir traversé une guerre. Et il dit que ça, c'est de la poésie. Et la poésie, évidemment, ça n'intéresse personne. Et il dit que c'est son anniversaire, qu'il est triste et qu'il est mélancolique. Que la mélancolie, elle s'abat sur lui comme une pluie tropicale, et il repense à une fête avec son père, avec sa mère, avec ses copains, qui étaient autour d'un crocodile éventré. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Donc on va résumer maintenant le chapitre 1, parce que le précédent, il appartenait encore au prologue. Donc maintenant, c'est vraiment le chapitre 1. Il nous parle de ses parents. Il dit que ses parents, ils étaient jeunes et beaux, et pourtant, ils n'ont jamais pu vraiment vivre ensemble. Même s'il ne connaît pas une raison précise pour laquelle ils se seraient séparés, il dit qu'en fait, dans leur relation, il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas dès le début.
Donc ils racontent leur rencontre et leur jeunesse et ils aimaient écouter de la musique, fumer du cannabis et d'un coup, ils sont devenus, mariés et ils ont dû assumer une vie d'adulte et finalement ils y arrivaient pas parce que chacun ne pouvait répondre qu'à ses besoins à lui et ne se souciait pas des besoins de l'autre. Après lui, il dit que, donc sa maman, c'était une très belle fille qui venait du Rwanda. Son père, c'était un jeune Français qui débarquait du Jura et qui venaient comme ça s'installer au Rwanda ou au Burundi, parce qu'ils sont un peu entre les deux pays, pour un peu à l'aventure, pour essayer de réaliser quelque chose. Et lui, il dit jusqu'au début de cette histoire que je vais vous raconter, ma vie, elle était belle. Du tac au tac, quand on me demandait est-ce que ça va, je répondais toujours ça va, et je savais même pas que dans la vie, ça pourrait ne pas aller. Et donc l'histoire va démarrer, et c'est la fin du chapitre. On va résumer maintenant le chapitre 2 de Petit Pays. Donc en fait, il raconte un souvenir. C'est un jour où ils sont partis, lui, avec son père, sa mère et sa sœur, rendre visite à un ami de la famille qui s'appelle Jacques, au Zaïre. Donc il raconte quand même que c'est quand même la misère. Son père dit en rigolant, nous sommes millionnaires, parce qu'en fait l'argent est tellement dévalué que il faut des billets font plusieurs millions pour acheter des choses à bas prix. Sur la route, il voit que les enfants sont sales, que les routes sont abîmées. Les policiers, ils leur raquettent un petit peu des sous en disant il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu as ton certificat de baptême, enfin des choses complètement aberrantes parce qu'ils veulent en fait se faire payer des pots de vin. Et ils arrivent finalement donc chez ce vieux monsieur qui s'appelle Jacques à Bukavu, sur les rives du lac Kivu. Et on découvre Jacques. Alors c'est un drôle de personnage qui fait de l'humour, mais qui est lui-même... Alors c'est un vieux colon. La colonisation, c'est quand il y avait des pays, souvent européens, qui avaient conquis d'autres pays en Afrique et qui s'installaient là-bas pour essayer de gagner de l'argent et qui exploitaient souvent quand même la population locale. Et Jacques, il fait sans arrêt des blagues à son cuisinier. Il lui parle de façon très condescendante, mais on voit qu'il y a quand même une complicité entre eux. Mais il utilise un vocabulaire qui est tout à fait plus du tout d'actualité d'aujourd'hui. Et à un moment, du coup, le papa du narrateur, il fait lui aussi le même genre de blague. Et sa mère, elle le prend très mal et elle lui dit laisse les blagues racistes aux vieux colons, toi t'en es pas un. Et donc ce monsieur, à travers lui, on comprend un petit peu comment fonctionne le pays. Il a chaque fois monté des affaires, il a gagné plein d'argent, mais on voit que c'est quand même très instable parce que chaque fois ça s'écroule. Il a déjà vécu beaucoup de guerres civiles. Il connaît, ce monsieur, vraiment beaucoup de violences, etc., qui se sont passées sur ces terres-là. Et en même temps, il dit, cette terre, elle est trop belle, je pourrais vivre nulle part ailleurs. Il dit avoir une sœur en Belgique qui lui demande régulièrement de venir vivre là-bas. Mais le vieux Jacques, il dit, c'est pas possible, moi je finirai ma vie ici, cette terre, c'est ma terre. J'y suis beaucoup trop attachée, c'est un vrai paradis. Et donc finalement, il se chamaille un peu devant lui, et puis Jacques, il dit « Oh, laisse-la, les femmes, c'est comme ça ». Mais on se rend compte qu'il y a un autre sujet de désaccord entre le père et la mère du narrateur. Le père s'appelle Michel et la mère s'appelle Yvonne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Michel veut rester vivre là-bas parce qu'il trouve qu'ils ont un niveau de vie exceptionnel, ils ont des serviteurs, ils ont des maisons magnifiques. Et que s'il revenait vivre en Europe, il serait loin d'avoir tout ce niveau de vie, il serait un petit peu en bas de l'échelle sociale. Et Yvonne, elle répond que elle, ce qu'elle veut, c'est mettre ses enfants en sécurité et se trouver, elle aussi, dans un endroit sûr. Et Michel lui répond tu es complètement parano, tu as un passeport français, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour être en sécurité, ça ne changerait rien de vivre en Europe. Et ils ne s'entendent pas du tout sur ce point-là, et chacun ne comprend pas l'autre. C'est la fin du résumé du chapitre 2. Donc on va résumer le 3e chapitre de Petit Pays. En fait, ils sont sur le chemin du retour. Et la mère du narrateur, donc Yvonne, fait la tête à son père. Parce que ils s'entendent pas sur leur projet de vie. Elle voudrait aller vivre en Europe. Et le père, lui, veut rester vivre là-bas au Burundi. Donc le père, il se plie un petit peu en 4 pour essayer de calmer sa femme qui est furieuse contre lui. Il décrit tout ce qui est autour d'eux, il fait un peu le guide touristique, etc. Finalement, ils vont dans un restaurant qui est luxueux et il n'y a que eux et une autre table qui est installée, c'est la table de ministre. Et il dit déjà, nous, on était des enfants très très sages, on ne bougeait pas à côté de nos parents. Il dit, mais alors eux, c'était encore pire, ils parlaient même pas.
Et en fait, il nous décrit quand même un endroit assez paradisiaque. Tout est beau, ils sont servis comme des rois. Comme il faut 1 heure d'attente avant que le plat soit prêt, les enfants demandent pour sortir de table et ils vont se baigner dans une rivière et tout est beau, tout est paradisiaque. Il s'amuse avec sa sœur. C'est un petit peu vraiment l'enfance idéale. Ensuite, ça se gâte parce que les parents se sont fait la tête pendant toute la route et le soir, c'est le gros drame. Il dit c'est la rage de sa mère qui éclate. Il dit qu'elle crie et elle pleure tellement qu'il se demande si c'est pas un animal sauvage et elle jette par terre les choses, elle casse des trucs dans la maison et elle finit par partir sans dire un mot et son père étouffe ses larmes et se retrouve seul avec les enfants. Et lui, il est sous sa moustiquaire, il entend tout ça et il comprend que c'est le début de la fin en fait. Il déchire la moustiquaire avec un doigt et symboliquement ça représente un petit peu sa protection qui disparaît et il est plus protégé des piqûres de moustiques et il est évidemment plus protégé non plus de l'amour de son père et de sa mère, de l'enfance qu'il a vécue jusque-là. Fin du résumé du chapitre 3. On va résumer le chapitre 4 de Petit pays de Gaël Faye. C'est Noël, ils sont tout seuls avec leur père et il a ramené un super cadeau, c'est un vélo BMX rouge à son petit garçon. Et lui, il est super content et il fait des tchélélés dans le gravier. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, ça doit être des genres de dérapage. On voit qu'il a des copains, donc avec qui il a fait ses petites virées en vélo. Par contre, il s'était levé tôt le matin pour y aller et son père n'était pas content, il lui a mis une gifle. Il dit qu'il n'a pas pleuré, mais ça lui a quand même fait un choc de se prendre une baffe comme ça. Et puis finalement, pour le jour de l'an, il décide de l'emmener en randonnée dans la forêt de Kibira. Alors là encore, c'est une description de quelque chose de vraiment magnifique. Ils vont vivre au milieu d'une tribu de pygmées pendant quelques jours. Ils dorment dans les forêts, dans les huttes. C'est magnifique, c'est super beau. C'est vraiment la vie sauvage. Son père fait très attention à lui. Ils passent vraiment des super moments tous les deux. Et puis, sur le chemin du retour, il se prépare à retrouver tous ses copains avec son super vélo. Il est très content aussi de rentrer chez lui. Quand il arrive, c'est un jardinier qui vient lui ouvrir. Il y a plusieurs, des serviteurs, je ne sais pas comment dire, des gens qui travaillent chez eux à leur service. Il y a écrit chien méchant sur la porte et lui ça le fait rire parce qu'il a un tout petit chien et il se dit c'est pas notre tout petit chien blanc et roux au poil frisé qui a de quoi faire peur et s'il savait que c'est de lui qu'on parle quand on a écrit chien méchant sur la porte. Donc quand ils arrivent, il y a un problème. Il y a Calixte qui était aussi un employé de la maison qui a disparu. Et donc, il y a un autre employé qui lui dit « Écoutez, patron », donc il l'appelle patron, il y a Calixte qui a disparu et il a volé certaines choses. Et il a volé, entre autres, donc il fait une liste, il dit « Et le vélo de Monsieur Gabriel ». Alors là, le narrateur, c'est le petit Gabriel, il s'effondre, il n'en revient pas que Calixte ait pu lui faire un coup pareil, il se met à pleurer et son père lui dit « T'inquiète pas, je vais te le retrouver, ton vélo ». Et c'est comme ça que se termine le chapitre 4. Alors, on va résumer maintenant le chapitre 5. C'est presque la rentrée après les vacances de Noël. Il y a Anna qui est revenue du Rwanda. Elle a passé en fait, elle, les vacances avec sa mère au Rwanda pendant que lui était resté au Burundi avec son père. Et il y a ses voisins, ses copains, les jumeaux qui viennent et qui leur racontent les vacances de Noël chez leur grand-mère à la campagne. Et les jumeaux, ils sont marrants parce qu'il y en a un qui finit la phrase et l'autre qui la termine. Et ils inventent toujours des histoires pas possibles. Et là, ils vont raconter une histoire et ils n'arrivent pas à croire, Gabi, que c'est vrai, mais qu'il leur est vraiment arrivé. Alors, ils sont très... ils ont beaucoup d'expressions. Par exemple, à toutes les phrases, ils disent « au nom de Dieu ». Ils claquent des doigts, enfin bon. Et du coup, ils racontent qu'ils ont été chez leur grand-mère et que là-bas, c'était terrible, il n'y avait ni eau ni électricité, que pour se laver, il fallait aller dans une bassine au milieu de la cour. Donc les jumeaux, ils sont comme Gabi, ce sont des enfants métis avec un parent, je pense que c'est leur mère qui est burundaise, et un père qui est blanc. On ne sait pas de quel pays. Bref, ils disent que c'est horrible parce que tous les gamins du village se moquaient d'eux et les appelaient les petits culs blancs. Ils disent que pour aller aux toilettes, c'était un trou avec plein de mouches autour, c'était dégoûtant, enfin vraiment c'était horrible. Mais c'est pas ça le pire qui leur est arrivé. Ils ont un oncle qui est arrivé et... il les a emmenés dans une maison où il y avait une table au milieu de la pièce. Et en fait, ils les ont couchés sur la table et ils les ont circoncis. Visiblement de façon assez sauvage, en leur bloquant les bras et les jambes. Et pour couronner le tout, après, comme ils étaient incommodés, ils devaient mettre une robe. Ils ne pouvaient pas mettre de vêtements collants, ils ne pouvaient pas mettre de pantalon.
Et c'était absolument horrible pour eux. Donc quand leurs parents sont venus pour les chercher, ils ont tout balancé à leur père. Le père était furieux, il a dit qu'ils étaient français, tiens d'ailleurs du coup on sait de quel pays ils sont, mais qu'ils n'étaient pas juifs et qu'il n'était pas question de les circoncire. Et la grand-mère, elle a répondu que ce n'était pas une question de ça, c'est qu'il ne fallait pas laisser ça en l'état pour pas qu'il y ait des saletés qui se coincent dedans. Donc Gabi, il leur dit, je vous crois pas, je suis sûre que vous mentez. Et là, ni une ni deux, les petits jumeaux ont tous les deux baissé leurs pantalons pour montrer à Gabi que c'était bien vrai. Donc lui, il est resté choqué. Et puis d'un coup, il y a un des deux jumeaux qui dit, au fait, dans le village là-bas de notre grand-mère, eh ben, on a vu quelqu'un sur ton vélo. Et c'est la fin du résumé du chapitre 5. On va résumer le chapitre 6 de Petit Pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait un monsieur qui était malade et ils avaient payé tous les frais. Et le monsieur, il avait dit merci que tu m'avais tout payé. Et après, l'autre monsieur qui Le paye, père de Gabriel? oui, le père de Gabriel, il a dit c'est pas grave, de toute façon, ça serait enlevé sur ton salaire. Tout à fait. Alors ça, c'est un passage. En fait, ce chapitre, il montre un peu leur quotidien. Et il nous présente aussi les gens qui travaillent chez eux. Donc celui qui a été malade, il s'appelle Proté. Et lui, c'est lui qui gère un petit peu le quotidien. C'est lui qui fait à manger pour les enfants. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Donatien. Lui, c'est un employé qui travaillait avant avec lui quand il a obtenu son bac dans l'usine pour fabriquer de l'huile. Et après, il est resté travailler avec lui tout le temps. Il a des habits qui datent de la mode de Mobutu. C'était quelqu'un qui avait lutté pour l'indépendance du Congo. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des idées et qui, en même temps, lit beaucoup la Bible. Il souligne des passages. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Innocent. Lui, c'est un jeune qui vient du Burundi et c'est un peu son homme de main. Tu sais ce que c'est un homme de main? Non. C'est celui qui fait les missions un petit peu dangereuses ou un petit peu pas toujours très légales. Donc par exemple, quand il faut donner de l'argent pour corrompre les fonctionnaires ou alors pour les pousser à travailler s'ils sont pas trop motivés pour travailler, c'est lui qui le fait. Et il est bien vu par les enfants des rues, il surveille sa voiture, etc. Donc on voit ici 3 personnes qui travaillent pour le papa de Gabriel. Et son animal de compagnie, qu'est-ce que c'est? C'est un perroquet. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait comme blague, ce perroquet? Il a dit Gabi pour réveiller Gabriel, mais en fait, c'était le perroquet. Voilà, et il croyait que c'était son père. Donc c'est un perroquet qui imite les voix. Il chante la Marseillaise d'ailleurs. Ok, on arrête le résumé du chapitre 6. On en lit encore un? Oui. Allez, go. Alors on va résumer le chapitre 7 de Petit Pays. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Il explique sa vie parce qu'il a trouvé un tableau où il parle, où il y avait une fille qui parlait. C'est pas un tableau, c'est une lettre de sa correspondante. Tu sais ce que c'est une correspondante? Non. C'est, on faisait beaucoup ça avant. On fait une correspondance entre 2 écoles et tous les élèves d'une classe, ils écrivent à tous les élèves d'une autre classe dans un autre pays. Donc en fait, il y a une fille d'une école à Orléans, c'est une ville en France, qui lui écrit à lui au Burundi. Et tous les autres enfants de sa classe, ils écrivent à tous les enfants de l'autre classe au Burundi. T'as compris? Oui. Ok, donc vas-y, qu'est-ce qui se passe? Comment elle a l'air cette fille? Gentille. Et elle l'a appelé Gabriel. Mais Gabriel, il préfère qu'on l'appelle Gabi. Et il lui a raconté à quoi il ressemble et Oui. comment il s'appelle. Et après, il a dit, de toute façon, tout le monde a un nom, même les rues et les arbres et les insectes. Oui, il a fait une lettre qui est assez rigolote, hein. Il dit tout le monde a un nom. Et puis il a choisi à la place de ceux qui ont choisi à sa place. C'est pour ça qu'il a voulu changer son prénom. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a de l'humour. Et qu'est-ce que tu penses qu'il pense au sujet de la fille qui lui a écrit? Euh, Il n'est pas un petit peu amoureux? si. Si, hein. Allez, on lit un dernier chapitre, après on arrête. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 8 de Petit Pays? Ils sont allés chercher son vélo et après ils l'ont trouvé. Mais il y a eu plein de bazar pour le chercher. Ils sont allés chez une grand-mère, ils ne comprenaient pas la langue, ils revenaient, ils sont allés chez la grand-mère qui leur ramenait un paysan. Le paysan le ramenait chez un autre paysan, que le paysan disait qu'on l'a revendu à un autre paysan. Et après, il le retrouvait. Et c'était un petit enfant qu'il avait. Et
ils allaient le reprendre, mais l'homme, il disait, ce garçon, il va jamais recevoir son argent qu'il a payé pour cette voiture, ce vélo, des années d'économie et tout. Et Innocent, il disait, c'est pas grave, on prend le vélo et nous, on part parce que c'est pas nous qui s'occupent de ses affaires. Et, Tout à fait. Donc vas-y. et Qu'est-ce que t'en après, as pensé, toi? que c'est dommage qu'ils n'avaient pas laissé le vélo à eux. Tout à fait. En fait, il y a un dilemme moral. Donc Donatien, c'est celui qui est toujours en train de lire la Bible, etc. Et c'est celui qui incarne un petit peu la morale dans ce chapitre. Et il dit, toi, tu as beaucoup d'argent et pour toi, le vélo, il n'est pas important. Alors que cet enfant-là, s'il perd son vélo, il ne pourra jamais en avoir d'autres. Et en plus, sa famille, ils ont économisé très longtemps pour pouvoir lui payer. Donc, en même temps, Gabi, bah, lui, il est dans son bon droit, c'est son vélo. Et l'autre enfant, en même temps, lui, il a rien fait. C'est pas lui qui a volé le vélo, c'est ses parents qui l'ont acheté sur le marché ou à quelqu'un. En tout cas, il y a un dilemme moral. Et lui, il choisit quand même de garder le vélo pour lui parce qu'il réfléchit instinctivement. Le premier geste, son premier mouvement, c'est qu'il a envie d'avoir le vélo. Mais après, il a des remords. Tu sais ce que c'est des remords? C'est quand on regrette ce qu'on a fait. Et donc il dit, bah alors je toucherai plus le vélo. Et Donatien, qu'est-ce qu'il lui répond alors? Qui Je n'avais pas compris ce Il lui dit, bah passage. c'est trop tard, le mal est déjà fait. On ne peut pas revenir en arrière. Donatien, il est un peu dur, mais en même temps, il vient d'un milieu plus dur et il dit, bah c'est trop tard, le mal que tu as fait, tu ne pourras pas le rattraper parce qu'on va quand même pas aller rendre le vélo. Maintenant, son père, il accepterait pas qu'il rende le vélo, donc le mal est fait. Donc on voit que cet enfant, il grandit quand même dans un monde qui est compliqué et il n'a pas forcément toujours des gens bienveillants pour lui expliquer, un petit peu, mais c'est quand même compliqué. Et il y a autre chose qui se passe. Calixte, le voleur, comment ça se passe pour lui? Il est en prison? Oui, mais avant d'aller en prison, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Non. Il parle de lynchage et de justice populaire, ça c'est un peu compliqué. C'est dans les endroits où la justice elle marche pas toujours bien, des fois les gens ils rendent la justice par eux-mêmes. Mais c'est pas toujours la vraie justice parce que la justice elle doit être proportionnelle, elle doit être raisonnable. Par exemple, quelqu'un qui vole un vélo, eh ben soit il doit le rembourser, s'il n'a pas d'argent, peut-être qu'il va en prison pour pas que les gens volent tout le temps les vélos, mais il faut réfléchir à une justice qui soit à peu près juste et équitable. Et en fait, des fois, dans les régions reculées, les gens, ils agissent plutôt à l'instinct. Il dit, par exemple, que dans ces régions, les gens, ils aiment bien avoir du sang avant midi. Ça paraît un peu bizarre. Et ça nous montre qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer dans ce contexte. Parce que, il dit, les gens, ils se sont mis à courir derrière lui et ils l'ont tabassé. Donc, ça veut dire ils l'ont tapé dans la rue. Et normalement, des fois, il tue les gens comme ça en les tapant. La foule se jette sur les gens et les tape. Alors, c'est quand même horrible. Mais... là, il y a le maire de la ville qui est intervenu et la police pour le faire emprisonner. On voit que c'est quand même un monde qui est dur, parce que quand même, chez nous, c'est pas comme ça qu'on rend la justice. Et c'est un petit peu le problème des pays dans lesquels la loi et les gouvernements sont pas assez forts pour faire respecter la justice. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des guerres qui éclatent. Et c'est un pays dans lequel il va y avoir une guerre. Donc on arrête ce chapitre? Ok. Allez, on stoppe. Au dodo, bonne nuit. Alors, on va résumer le chapitre 9 de Petit pays de Gaël Faye. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Ils sont allés chez leur grand-mère qui racontait des histoires du Rwanda et ils aimaient pas trop écouter ça. Et leur mère, il disait, c'est normal qu'ils n'aiment pas écouter ça parce que c'est des vrais Français. Et quand ils parlaient, et quand les petits ils essayaient de parler rwandais, la mère, elle se moquait d'eux parce qu'ils avaient un accent très rigolo. Oui, alors en fait, ils retournent tous chez la mamie. Donc la mamie, c'est la mère de leur mère. Et il y a aussi là-bas l'arrière-grand-mère qui s'appelle Rosalie. Donc on voit qu'ils sont pas très riches et ils ont un statut de réfugiés. Ça veut dire qu'ils ont quitté leur pays pour vivre dans un autre pays. Parce que l'histoire se passe au Burundi et que eux viennent du Rwanda. Ils sont nés ici. On apprend qu'il y a un de leurs frères qui est mort. Et c'était un garçon qui était très cultivé, qui avait beaucoup appris de choses, qui avait été étudié dans des écoles en Amérique et en France. Et il a choisi d'aller se battre pour libérer son pays. Mais il est mort au combat. Donc c'est quand même dommage et c'est très triste parce que c'est déjà toujours triste quand il y a quelqu'un qui meurt, mais la famille, elle avait beaucoup d'espoir pour lui. Et même le père de Gabi, il dit que si tout le monde avait été comme lui, le pays il aurait été sauvé, il serait devenu très riche comme Singapour parce que c'était quelqu'un de très intelligent et qui savait faire plein de choses.
Il y a un autre frère de sa mère qui s'appelle comment? Est-ce que tu te rappelles? Non. Il s'appelle Pacifique. Et donc ce garçon-là, lui, il adore la musique, il joue de la guitare, il est très beau et ça a l'air d'être aussi quelqu'un de brillant qui a un bel avenir devant lui. Et il veut aussi partir faire la guerre au Rwanda. Donc on peut se demander quand même pourquoi est-ce que tous ces gens, ils veulent partir faire la guerre alors qu'ils sont en sécurité à peu près dans un autre pays. Mais il explique qu'en fait, quand on quitte la guerre, on quitte des choses horribles, des assassinats et tout, mais quand on est réfugié dans un autre pays, on a d'autres problèmes et puis en plus, il y a le pays qui leur manque. Donc pour eux, c'est important de repartir combattre pour sauver leur pays. Est-ce qu'elle est d'accord, la maman de Gabi, pour que son frère y parte à la guerre? Non, Pourquoi? parce qu'elle veut pas que son frère y meure. Tout à fait. Donc elle n'est pas tout à fait d'accord. Et pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi est-ce que lui, il tient absolument à y retourner, il nous raconte l'arrière-grand-mère, donc la mère de la mamie, qui leur parle de beaucoup de légendes, qui dit comment elle était la vie avant au Rwanda. Et donc même eux qui n'y ont jamais habité, pour eux c'est important, c'est leur fierté. Et ils veulent partir défendre ce pays même s'ils ne l'ont jamais vu. Et donc à la fin du chapitre, on voit que la vieille grand-mère, elle explique tout au jeune Pacifique. Lui, il n'est pas très content que les enfants de sa sœur, ils écoutent pas et que ça les intéresse pas. Mais sa sœur, elle les protège un petit peu, ou en tout cas, elle les met à part. Elle veut pas que eux, ils soient mêlés à tout ça. Donc elle dit laissez-les tranquilles, c'est des petits blancs. Et le Pacifique, lui, il n'a pas l'air de vraiment créer des liens avec ses petits-neveux et nièces. Lui, ce qu'il veut, c'est partir à la guerre et qu'il adore, c'est sa vieille grand-mère parce que il veut lui permettre de retrouver son pays pour pouvoir mourir sur sa terre. Et le chapitre, il se termine comme ça. Ok? Oui. Allez, on arrête. Résumé du chapitre 10 de Petit pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Ils parlent qu'ils ont fait un nouveau gang avec ses amis et ils cherchaient un nom. Oui. Et ils ont finalement pris un nom très difficile à dire. Les Boys de Bujumbura, je crois. Un truc comme ça. En fait, il raconte surtout son enfance. Il raconte comme il s'amusait bien avec ses copains. Donc, il nous présente ses copains. Il y a les jumeaux, on en a déjà parlé, c'est ceux qui ont fait la circoncision, là. Il y a Armand, lui, il a ses parents qui sont tous les deux burundais. Son père, c'est un diplomate qui connaît le colonel Kadhafi, qui connaît plein de gens, qui voyagent à l'étranger et qui est très sévère. Armand, donc du coup, il a deux personnalités. Il est très sage quand son père est là, et quand il est à l'extérieur, il s'amuse, il joue, il rigole beaucoup. Il y a encore Gino, donc lui, il a un père qui est un professeur à l'université et sa maman, elle est quasiment jamais là. Elle est soit en train de travailler à Kigali, soit à Paris, mais en tout cas, c'est toujours son père qui l'élève tout seul. Et voilà, ça fait 5. Donc ils sont tous les 5 et ils s'entendent très bien. Ils font beaucoup de petites bêtises d'enfants. Par exemple, ils fument des cigarettes dans une voiture abandonnée. C'est leur quartier général. Ils ont créé une grande perche avec un crochet pour voler des mangues. Il y a une vieille dame grecque dans leur impasse. Ils lui volent ses mangues et après ils lui revendent. Mais ils se font disputer par l'employé de cette vieille dame grecque. Mais en gros, ils s'amusent bien, ils jouent dans la rivière, ils fabriquent des bateaux, ils mangent des mangues. C'est une enfance qui a l'air très heureuse. Mais par contre, il y a un problème qui est en train d'émerger. Il y a donc Gino qui n'aime pas quelqu'un qui s'appelle Francis. Et à travers Francis, on voit qu'il est en train d'y avoir une division. C'est qu'ils sont en train de se dire, il y a nous, et il y a l'intérieur, et puis il y a l'extérieur, les autres. Et ils disent que Francis, c'est leur ennemi parce que c'est un enfant qui se moque d'eux, qui les raquette. Les raqueter, ça veut dire qu'il les oblige à donner leurs affaires, sinon il les tape. Et Gabriel, il a peur de lui quand même. Et Francis, c'est un enfant qui a l'air très résistant. Ils disent qu'il est plein de cicatrices partout, il a été un enfant des rues, et il dit que même quand on le tape, il ne sent même pas qu'on l'a tapé. Et donc il termine le chapitre, Gabi, en disant qu'il ne se rappelle pas comment il est passé de cette enfance heureuse à un monde divisé dans lequel on a peur des autres et on ne se sent plus en confiance. Et finalement, leur impasse, qui était leur terrain de jeu où ils s'amusaient beaucoup, est devenu comme un enclos. Ça veut dire un endroit fermé. Allez, on arrête le résumé. Ok. Cette fois, on va faire autrement. On va résumer le chapitre 11 de Petit pays de Gaël Faye, mais c'est moi qui vais faire le résumé et toi, tu donneras ton avis sur le chapitre. Alors, le chapitre, il commence par une description. Elle est faite pour mettre un petit peu le lecteur dans l'histoire, pour qu'il comprenne. Et encore une fois, il décrit son pays comme un très très beau pays. Il parle de la végétation, il parle du soleil qui se couche, il parle de l'heure où chaque minute le ciel change.
Donc on voit qu'il aime son pays, mais en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il est en train de raconter que son oncle est parti à la guerre, son jeune oncle pacifique, celui qui aime la musique. Il repense à Alphonse qui est mort à la guerre. Et puis Gino, lui, il s'y connaît en politique. Donc Gino, c'est son meilleur copain parmi les 5 de la bande. Et son meilleur copain, il s'y connaît bien en politique parce que son père est professeur à l'université. Donc son père qui est professeur, il est blanc. Et sa maman qui est rwandaise, elle est partie. On ne sait pas où elle est, mais elle n'est jamais là. Alors Gino, quand il est dans la maison, il est tout à fait différent. Il est très sérieux, il fait attention que tout soit toujours propre. Et son père, c'est un grand maniaque de la propreté et de l'ordre. Il est toujours en train d'écrire ses cours ou des livres. Mais il a éduqué Gino à comprendre la politique et il aborde la question de l'identité. Et pour Gabi, lui, c'est quelque chose auquel il connaît rien, mais lui, il dit tu dois être fier d'être rwandais, tu dois penser d'une certaine façon, tu dois parler la langue et tu dois avoir le désir de retourner dans ton pays. Donc il le pousse un petit peu à se rapprocher de sa culture rwandaise. Gabi, lui, il connaît pas grand-chose à tout ça, et en plus, il s'ennuie un petit peu dans la maison de Gino, parce qu'il faut jamais rien salir, jamais rien déplacer, jamais rien abîmer. Et son père, c'est un grand maniaque. Donc ils s'en vont tous les deux, et quand ils sont dehors, ils vont dépenser un petit peu les sous qu'ils ont récupérés en arnaquant la voisine qui est grecque. Et puis, ils vont boire une bière dans un cabaret. Donc, le cabaret, c'est un container. Un container, c'est les grands trucs en tôle dans lesquels, normalement, on stocke des marchandises. Et donc, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Et les gens rentrent pour boire à l'intérieur. Et en même temps, ils en profitent pour se mettre à l'aise et pour parler sans être vus. Et là, il y a plein de voix qui se succèdent. Donc, on voit d'un côté, par exemple, quelqu'un qui est saoul et qui demande sans arrêt à boire, à boire et à boire. Et il dit qu'il a toujours soif à cause d'une fille. Il y en a d'autres qui parlent de politique, il y en a qui sont pour, et alors on voit les différents points de vue, et il y en a qui sont contre. Ceux qui sont pour, ils disent que la modernité, c'est la seule façon de sortir le pays de ses problèmes, et que le pays doit aller de l'avant, et pour ça, il doit devenir comme le reste du monde, avec de la démocratie, des élections, etc. Et d'autres disent que c'est pas leur tradition, que les pays d'Afrique, s'ils essayent de vivre comme les pays européens, ils pourront jamais, et que c'est les pays européens ou alors américains qui les poussent à vivre comme eux à leur détriment, alors que eux ils pourront jamais s'y faire et que ça va les détruire. Il dit par exemple que leur médecine traditionnelle a disparu et que maintenant les enfants vont aller aux écoles des Blancs et ils connaissent plus la médecine traditionnelle par exemple. Et il dit ils sont fous et foutus. Donc on voit 2 points de vue différents. Mais à la fin, donc Gabi, lui, il en a marre et il s'en va parce qu'il n'est pas très à l'aise. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre? Que c'était bien, mais qu'il n'y avait pas assez d'action. Alors oui, c'est plutôt un chapitre dans lequel on essaye de comprendre un petit peu, mais les éléments évoluent. Il y a quand même une action importante, c'est que Pacifique, il est parti à la guerre et que le petit jeune homme, il voit son monde changer. Ça veut dire qu'il n'est plus dans le monde où il n'y a que des jeux, il y a la politique et il y a les problèmes de la guerre qui arrivent petit à petit dans sa vie. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de Gabi? Il a à peu près ton âge. Qu'est-ce que tu penses du fait que avant il vivait tranquillement et que maintenant il est rattrapé un peu par les problèmes des adultes et les problèmes politiques? C'est pas très amusant. Si moi, tout d'un coup, j'étais changée et que je devais être comme Gabi, je crois pas que j'allais beaucoup aimer. Effectivement, ça doit être difficile pour lui. D'ailleurs, c'est son point de vue. En même temps, il y a bien un moment où il faut grandir et comprendre un petit peu ce qui se passe autour. Mais c'est vrai qu'il est petit et que ça arrive d'un coup. Allez, on arrête ce résumé? Ok. Alors, résumé du chapitre 12 de Petit pays. C'est un chapitre qui est très court, mais c'est dans ce chapitre qu'on voit apparaître des tensions. Il y a 3 personnes qui travaillent chez Gabi. Enfin, chez son père plutôt. Il y a Proté, Donatien et il y a Innocent. Donc Proté, c'est celui qui fait un peu le ménage et l'intendance. Donatien, c'est un qui a fait des études, qui a un petit peu des idées révolutionnaires, qui porte les habits de Mobutu, on avait vu dans les chapitres précédents. Et Innocent, il a 20 ans, c'était un garçon des rues et c'est plutôt un homme de main qui fait les besognes qui demandent de connaître un petit peu tous les gens dans la rue. Donc, il nous dit qu'il y a 2 partis politiques. Est-ce qu'on se rappelle des noms? Alors, j'ai été les chercher. Il y a Frodebu et Uprona. Et donc, dans ces 2 partis, il y a d'un côté Donatien et Proté qui sont pour Frodebu et de l'autre côté, il y a Innocent qui est pour Uprona. Et on apprend que
Uprona, ça fait 30 ans qu'il règne sur le pays. Donc Protée et Donatien, eux, ils souhaiteraient que le nouveau parti Fraudebut, cette fois, il remporte les élections. Alors de son point de vue, Gabi, il trouve que les campagnes électorales, c'est plutôt cool, parce que tout le monde est content, tout le monde chante, met des habits, se fait des signes, il ne se rend pas compte des tensions qu'il y a derrière. Alors du coup, il ne comprend pas trop pourquoi son père lui interdit de se mêler de politique. Mais quand même, à travers le regard de l'enfant, il montre qu'il y a des choses qui changent. Comme par exemple Protée qui tient tête à Innocent. Et à la fin du chapitre, quand Innocent sort de la douche et qui fait trop de provocation, la provocation, tu comprends ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire trop se vanter. À côté de Protée, Protée, il finit par lui tenir tête. Il se lève en face de lui et le regarde dans les yeux. Donc Innocent, cette fois, il répond pas, il s'en va. Mais on voit qu'entre eux, il y a beaucoup de colère. Alors, qu'est-ce que tu as pensé et où est-ce que tu as des questions sur ce chapitre? Des questions, j'en ai pas trop. Mais j'ai pensé que, en fait, il fallait pas faire si beaucoup de problèmes juste pour savoir qui gagnait le pays. Par exemple, nous, quand on fait des élections, c'est les élections, mais c'est pas comme si c'était la fin du monde. Alors, nous, c'est un peu l'extrême inverse, parce que nous, tout le monde s'en fout un petit peu des élections. Mais ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a aussi un enjeu de pouvoir. Parce qu'en fonction de quelle ethnie, donc les ethnies, tu te rappelles, on a vu au début du livre ce que c'était, de quelle ethnie est le président, il donne un peu plus de pouvoir aux gens de son ethnie. Donc du coup, c'est des élections qui se superposent avec les tensions ethniques qu'il y a déjà dans le pays. Ici. On va passer au chapitre suivant parce que celui-là, il était très court. Alors, on va résumer le chapitre 13 de Petit Pays. Ce chapitre, il démarre par une petite description sympa de l'endroit où il vit et on voit qu'il aime beaucoup son pays, le narrateur, parce qu'il raconte toujours que c'est si joli, c'est un pays où on aurait bien envie de vivre. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette journée, c'est une journée historique, c'est la journée du résultat des élections. Et il n'y a personne qui bouge. Alors lui, il trouve que c'est très calme, mais on comprend quand même dans le chapitre que c'est parce que les gens ont peur en réalité, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils interdisent aux enfants de sortir parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes dans la rue. À un moment, Gabi, il s'enfuit pour aller voir Armand et il voit que Armand, c'est pareil, lui non plus n'a pas le droit de sortir. Le père d'Armand, comme le sien, sont très inquiets et le téléphone n'arrête pas de sonner. Certainement que tout le monde autour d'eux leur demande comment ça va dans leur région. Donc il y a juste à un moment Anna qui crie parce qu'il y a une bête que je ne connais pas qui est dans sa chambre. Son père tue la bête et puis ils mangent tout et enfin ils vont écouter les élections. Ils apprennent que le parti qui a été élu, c'est Fraudebut. Ce parti-là, c'est le parti de Protée et Donatien. Donc on voit le papa de Gabi dans le livre qui va s'enfermer et qui passe ses coups de fil cachés parce qu'il ne veut pas que ses enfants parlent de politique, mais qui a l'air très inquiet. Et Gabi, il capte que des bribes de phrases parce que c'est un enfant, mais il dit que c'est un réflexe ethnique et que l'armée, elle va pas accepter comme ça. Parce qu'apparemment, ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui ont perdu et c'est le nouveau parti qui a pris maintenant le pouvoir du gouvernement. Et il a très peur que l'armée refuse de laisser la place à ce nouveau gouvernement et qu'il y ait de nouveau des tensions ethniques et une guerre civile. Tout ça, c'est pas dit clairement dans le chapitre, c'est quelque chose qu'on comprend quand on connaît un petit peu l'histoire du Rwanda et qu'on lit un petit peu entre les lignes. Du point de vue de Gabi, tout ça c'est un peu flou et il nous explique à la fois pour nous qui sommes adultes ce qui se passait et en même temps il nous montre qu'avec son regard d'enfant, il comprenait pas tout ça. Ensuite, il y a le discours du président et le président, il dit « Moi, j'accepte le verdict populaire et je demande à la population de faire pareil. » Et Gabi, lui, il pense à Innocent parce que Innocent, c'est pas vraiment quelqu'un qui a l'air de facilement accepter une défaite ou de facilement accepter de laisser la place aux autres. Le nouveau président, il dit que c'est la victoire de tous les Burundais. Alors là, il est content, il pense à Protée et à Donatien qui devaient être contents aussi. Et la dernière chose, c'est dire que l'armée respecte la démocratie basée sur le multipartisme. Alors là, ça veut dire que l'armée accepte que ce soit une élection et que les gens puissent voter pour qui ils veulent parce qu'il y aurait plusieurs partis. Et là, il dit qu'il a pensé à son père parce que son père, il est en train d'avoir de forts doutes sur la possibilité que l'armée respecte justement ce choix des électeurs. Ensuite, ça se termine par une note un peu plus légère, c'est Gabi qui écrit alors. Et Gabi, il a beaucoup d'humour. Il fait une petite blague en disant que 97,3% des gens
ont voté. Là, c'est plutôt une blague de l'auteur que de l'enfant, parce qu'il dit, bon, bah, avoir un taux de participation pareil, ça veut dire qu'il n'y a que 2% de la population qui n'est pas venue. C'est un petit peu impossible, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup plus que 2% de la population qui peut être empêchée pour une raison ou pour une autre. Et puis il dit que finalement ce président, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est bien coiffé et qu'il a l'air poli, ça ira bien pour mettre sa photo dans les institutions. Et il termine avec une petite touche d'espièglerie. Il dit: et qu'est-ce qu'on fait des photos de l'ancien président? Est-ce qu'on les jette? Et il dit peut-être qu'on les garde au cas où il reviendrait. Et ça, c'est un petit peu de l'humour décalé ou peut-être de l'humour noir, parce qu'effectivement, si le président n'accepte pas sa défaite, ce serait une guerre. Et il fait dire ça avec l'innocence d'un enfant. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. On va résumer le chapitre 14 de Petit pays de Gaël Faye. Donc au début de ce chapitre, il y a Jacques qui arrive, donc on se rappelle de Jacques, hein, c'est leur ami qui était le vieux colon un petit peu raciste qu'on avait vu dans les chapitres précédents, mais qui était ami avec la maman du héros. Donc Jacques arrive avec dans son coffre un crocodile qui vient de chasser, qui est porté par des bambous et des cordes. Donc en fait, ce crocodile, il a été chassé parce qu'il y avait eu à côté d'un espèce de club privé, une rivière dans laquelle une touriste avait été emportée par un crocodile. Et alors, bon, ça paraît drôle, mais c'est quand même un petit peu peut-être significatif. Ils se sont vengés. Comme les crocodiles ont pris un homme, les hommes ont abattu un crocodile. Et quand on sait un petit peu la spirale dans laquelle va rentrer le Burundi et encore plus le Rwanda, c'est peut-être un peu annonciateur de quelque chose. Donc en tout cas, ce chapitre, c'est une grande fête. D'abord, il nous raconte la chasse. Alors, je vais la faire rapidement. En gros, ils sont très contents avec d'autres vieux blancs qui aiment faire des chasses au gibier. Ils sont partis et c'est Jacques qui a réussi à toucher le crocodile qui était justement en train de bâiller sur un banc de sable. Il y avait un oiseau qui lui curait les dents. Et voilà, le crocodile a été abattu et ils l'ont emmené pour le découper pour faire un grand festin. Gabi, il est de très bonne humeur, en plus c'est son anniversaire, il a 11 ans, donc cette grande fête, on ne comprend pas trop si elle est organisée pour lui ou pour le crocodile, peut-être un petit peu pour les deux, mais il y a plein de monde qui vont arriver et il va se passer beaucoup d'événements dans cette fête. Pour rajouter à sa bonne humeur, il a une lettre de Laure, donc on se rappelle qu'il avait écrit une longue lettre à Laure, et on voit que ce petit jeune homme, il a quand même des talents d'écrivain. Il écrit de façon très drôle, il a un regard assez innocent et en même temps pertinent sur le monde qui l'entoure. Donc il a écrit dans le chapitre précédent une lettre pour Laure, et là, elle lui a répondu, elle lui a demandé de ne pas l'oublier, alors lui il est tout content, il dit qu'il n'y a que quand il écrit qu'il peut vraiment être lui-même et qu'il rêve de venir la voir pour la rencontrer. Il a aussi eu des nouvelles de Pacifique, donc on se rappelle de Pacifique, c'est le frère de sa mère qui est parti combattre au Rwanda, en tout cas rejoindre une armée de rebelles qui veut se soulever contre un gouvernement qui les a chassés. Et on apprend que Pacifique, il a rencontré une jeune fille qui trouve être la plus belle fille de toute la région des Grands Lacs, qu'il est fou amoureux d'elle et qui compte l'épouser. Donc la fête bat son plein, le vieux Jacques, il est en train de parler avec Madame Economopoulos pour tenter de la séduire et visiblement elle est séduite. Il parle de tout un tas de choses. En fait, dans tout le livre, il parle énormément de végétation, des animaux qu'on rencontre au Burundi, de tout un environnement qui fait un petit peu rêver. Il y a peut-être des gens qui connaissent ça, bon moi je connais pas donc je découvre. Et donc Jacques et Madame Economopoulos parle en même temps d'un temps révolu qui semble un petit peu être le temps des colons et en même temps de la beauté de ce pays qui du coup est quelque chose qui reste, mais il y a quelque chose d'un petit peu nostalgique. En tout cas, il y a le vieux Jacques qui est en train de tenter de séduire Madame Econopoulos. Ensuite, il y a Proté et Donatien qui font le service du repas. Innocent qui refuse de manger du crocodile en disant que lui ne mange pas de viande de brousse, que c'est bon que pour les Français. Il y a visiblement beaucoup d'alcool qui circule. Et puis, il y a un événement un petit peu particulier. Il y a le jeune Francis qui débarque dans la fête. Et on se rappelle que Francis, c'est l'ennemi de leur bande. Et c'est surtout le grand ennemi de Gino. Donc, il est accueilli par la maman de Gabi qui lui offre un Fanta et qui lui fait une place parmi les invités. Donc Gino, il fulmine, il va absolument le jeter d'ici, le battre, enfin bon, il est vraiment en colère.
Et puis Francis fait la conversation avec tout le monde. Et au bout d'un moment, Gino avec Gabi et leurs autres amis, ils se trouvent un petit coin, ils vont se cacher pour fumer des cigarettes et boire des bières. Et Francis débarque. On a l'impression qu'en fait Francis il débarque de façon à peu près pacifique, mais il est reçu par Gino qui est en colère et tout de suite ça dégénère. Il dit pourquoi est-ce que tu parles à nos parents? Et puis Francis il répond à Gino quels parents? Toi j'ai vu que ton père, on se demande où est ta mère. Et bon ça finit en bagarre et finalement Francis est jeté dehors comme un malpropre, il est furieux, il jette des cailloux contre le portail. On voit quand même émerger beaucoup de petites choses qui montrent qu'il y a quand même une violence sous-jacente et des questions un petit peu d'exclusion, mais pour l'instant, on ne voit pas trop qui, quoi, ni comment, ni pourquoi. En tout cas, le petit Francis est mis dehors, et puis tout le monde rigole jusqu'au moment où il réalise que le zippo de Jacques a disparu. Un zippo, c'est un espèce de briquet qui s'allume quand on l'ouvre, si je ne me trompe pas, et ça doit être un objet un petit peu de valeur, parce que Jacques, il aimait bien le montrer, et il dégainait son zippo comme un revolver. Donc ce briquet disparu, tout le monde est persuadé que c'est Francis qui est parti avec, ça gâche un peu l'ambiance de la fête. Ensuite, au bout d'un moment, il y a une panne d'électricité. Alors tout le monde ne sait plus trop quoi faire. Et ce qui se passe, c'est qu'ils décident de faire de la musique avec des instruments non électriques, des instruments divers et variés. Donc du coup, il y a Innocent et Proté qui partent chercher des tambours, quelqu'un qui sort une trompette de sa 4L, les soulards, parce qu'apparemment il y a un groupe de soulards qui était au cabaret, qui est venu là-bas pour avoir des bières gratuites, qui se mettent à faire de la musique en tapant les cuillères et les fourchettes sur leurs bouteilles. Et la fête est à son comble, tout le monde s'amuse beaucoup. En plus, il y a un air frais et il y a un orage qui éclate. Et pour accompagner le bruit de l'orage, tout le monde fait encore plus de musique, tout le monde danse et tout le monde est entraîné dans cet élan de joie. Et ça se termine par une phrase qui dit, donc c'est Gabi qui parle, toujours c'est le narrateur, il dit « Je savais alors, au plus profond de moi, que la vie finirait par s'arranger ». C'est une fin qui est en fait un peu triste parce qu'elle est collée à la fin de ce chapitre super joyeux où tout le monde danse, les parents de Armand dansent dans les bras l'un de l'autre, lui, ses parents sont réconciliés. Et ça finit par cette phrase qui, même si elle est optimiste, en réalité, elle est très triste parce que nous, on sait que ça va pas s'arranger vu qu'il y a eu de grands massacres au Rwanda et que ce livre est sur ce sujet. Donc en fait, cet enfant qui termine sa fête d'anniversaire sur ce grand moment de bonheur, il croit que tout finit toujours par s'arranger, mais c'est pas la réalité. Donc en fait, ça finit par une phrase qui en réalité est profondément triste. Voilà, fin du résumé du chapitre 14. On va résumer le chapitre 15 de Petit Pays. Donc en fait, il y a les grandes vacances qui s'écoulent. Le narrateur ne nous les raconte pas spécialement, il dit juste qu'il n'y a pas d'eau, que les mangues sont sèches, qu'il s'est ennuyé. Et puis il y a la rentrée qui arrive. Et là, avec la rentrée, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il commence à se rendre compte que les enfants ne sont pas tous égaux. Et il voit que ceux qui sont partis en Europe sont revenus avec des vêtements de marque. Et en plus, il y a pour la première fois des groupes qui se forment et il y a certains enfants qui sont plus populaires que d'autres en fonction de leur richesse. Alors au début, Gabi, lui, il s'en rend pas trop compte, mais c'est Gino et Armand qui sont tout le temps en train de dire oh tiens, il y a des chaussures de marque ou des choses comme ça. Et puis finalement, Gabi, il finit par se prendre au jeu lui aussi, surtout que dans son petit village, il n'y a même pas de magasin qui les vende, ces belles chaussures. Alors on voit qu'il y a deux voix qui sont proposées pour se positionner à ce petit garçon. Il a d'abord la voix de la morale qui est encore incarnée par Prométhée. Donc lui, c'est celui qui lui avait dit « il vaut mieux laisser ton vélo, par exemple, à l'enfant qui est plus pauvre que toi » au début, on se rappelle. Et maintenant, il lui dit « l'envie, c'est un péché capital » parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la religion. Et il dit, le petit Gabi, que lui, il s'est détourné de Prométhée parce qu'il trouvait ça nul qu'on lui fasse la morale, et il s'est rapproché de Innocent. Et Innocent, c'est celui qui a toujours des combines. Et du coup, là, ça l'arrange parce qu'il l'aide à trouver des accessoires de mode ou des vêtements pas chers.
Et puis il y a Gino qui a aussi beaucoup évolué. Gino, lui, il est un peu plus bagarreur, hein, on se rappelle depuis le début. Et puis là, déjà, il est fâché contre Armand. Il dit que Armand est un traître. Alors c'est un mot qui est très fort et il commence à employer un vocabulaire qui fait un petit peu déjà penser au vocabulaire de la guerre. Et il dit parce que il ne nous fréquente que quand il est dans notre quartier et quand il est à l'école, il fréquente les enfants les plus riches et les plus populaires. Alors Gabi, lui, il dit, bah oui, je le comprends, il a fait un bisou à une fille, il va dans les booms. Moi aussi, si j'étais à sa place, je serais content de fréquenter tous ces gens-là. Armand, c'est pas un enfant d'une famille riche, il est du même quartier qu'eux, il est pareil, il n'est pas allé en Europe, mais c'est un enfant qui fait beaucoup de blagues et du coup, il a du succès par sa personnalité. Et Gino, donc, il lui en veut un petit peu pour ça. Mais surtout, il y a quelque chose qui émerge. Ça, on le voit en premier, c'est Gino. C'était Gino qui, au début, a été le premier, avant Gabi, à remarquer les vêtements de marque. Et là, c'est Gino qui dit, il faut qu'on se fasse respecter. On doit avoir peur de nous. Et Gabi, au début, il comprend pas. Il dit, mais pourquoi est-ce que les gens doivent avoir peur de nous? Et Gino, il dit, c'est ma mère qui m'a dit ça. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et du coup, Gabi, il est un peu surpris parce que Gino ne parle jamais de sa mère. Il dit qu'il lui écrit, mais apparemment, elle ne répond jamais. Et sa mère, elle est au Rwanda. Et le Rwanda, c'est pas loin d'un point de vue de déplacement. C'est quelques heures de voiture, donc il pourrait y aller. Mais la situation politique est instable et eux, ce sont des réfugiés, hein. C'est des Rwandais qui vivent au Burundi. On l'a déjà vu au début du livre. Et Gabi, lui, il a aucune envie de retourner vivre au Rwanda, mais il n'ose pas le dire. Et en plus, il en veut un petit peu au Rwanda parce que sa mère est partie là-bas, parce que son oncle Pacifique, qu'il adore, est parti là-bas, il y a sa mamie. Et il a peur que tout le monde parte vivre là-bas, alors que lui, depuis qu'il s'en rappelle, depuis qu'il est petit, il a grandi au Burundi. Et donc lui, ça ne le fait pas rêver du tout de partir au Rwanda. Au contraire, ça l'inquiète. Et le livre se termine par un événement pratique et après, ça se télescope sur un événement symbolique. Il y a beaucoup de fois où ça se passe comme ça dans les livres. Donc, ce qui se passe d'un point de vue pratique, c'est le père de Gino, tout tremblant, qui sort de la maison et qui dit aux enfants, vite, vite, mettez-vous au milieu du jardin. Et eux, ils ont entendu un gros boom, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Et puis au bout d'un moment, ils réalisent qu'en fait la terre a tremblé et que le mur du garage est fissuré par le tremblement de terre. Donc le père a eu le réflexe de mettre les enfants à l'abri pour pas que la maison s'écroule sur eux. Et là, donc ce petit accident pratique, l'auteur le met en lien avec quelque chose de beaucoup plus grave. Il dit que, pour la première fois dans le livre, il parle de la guerre. Il dit qu'ils vivent dans une zone où la guerre est régulière. Ça fait plusieurs fois, ça revient, c'est récurrent. Il y a eu 3 dates où il y a des massacres horribles qui ont été commis. Et il dit c'est un pays qui est comme la terre. On construit dessus, mais en dessous, il y a des grondements qui se préparent. Et il dit que sous leurs pieds, il y a des projets de violence qui sont en train de se fomenter, ça veut dire de se monter, de se préparer, et que bientôt les hyènes vont sortir. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. C'est un petit peu inquiétant, et on voit qu'il y a quand même, à travers le récit qui est l'histoire de la vie d'un petit garçon, des autres choses graves qui se passent en arrière dans ce livre. Allez, on arrête là ce résumé. On va résumer le chapitre 16 de Petit pays de Gaël Faye. Donc le chapitre démarre au milieu de la nuit et c'est Anna, la petite sœur de Gabi, qui va le réveiller dans sa chambre parce qu'elle a peur, elle entend du bruit. Donc Gabi, lui, dormait profondément et il n'avait rien entendu. Mais depuis que sa sœur l'a réveillé, il commence à entendre des bruits et en fait c'est des coups de feu. Leur père n'est pas là parce que d'après Innocent, il s'est trouvé une amoureuse qui est dans un quartier populaire derrière chez lui et du coup il va passer ses nuits là-bas. Il a laissé les enfants tout seuls. Il n'y a pas non plus de personnel sur la propriété, donc ils sont complètement tout seuls. Anna, elle a peur et donc du coup ils dorment pas de la nuit, ils sont perturbés et à 6 heures du matin ils finissent par se lever. Il n'y a toujours personne dans la maison, donc ils se lèvent, ils préparent leur déjeuner tout seuls. Ils ne comprennent pas pourquoi Proté n'est pas venu préparer le déjeuner. Ensuite, quand ils ont terminé, ils ramassent la table. C'est quand même des enfants assez sages. Anna, elle sort son cahier de mathématiques et elle commence à réciter ses tables de multiplication. Et enfin, au bout d'un moment, il y a leur père qui arrive en voiture, donc ils ouvrent le portail et leur père rentre. Donc tout de suite, il leur dit de se mettre à l'abri, il met des grosses chaînes pour fermer le portail et il dit aux enfants de se tenir loin des fenêtres, il met des matelas au milieu du couloir et il leur dit de rester sur le matelas.
Donc eux, ils sont pas trop perturbés, ça leur donne un petit peu le sentiment qu'ils font du camping et ils jouent aux cartes sur leur matelas. Par contre, leur père, lui, il s'enferme dans une pièce à côté et il passe des coups de téléphone. Ils entendent de la musique classique. Et en fait, il apprendra plus tard que la musique classique, c'est ce qui est passé sur les radios quand il y a un coup d'État, parce qu'ils ont déjà vécu pas mal de coups d'État au Burundi ou au Rwanda, parce qu'avant ils étaient au Rwanda. Et chaque fois, il y avait de la musique classique qui était jouée. Donc il a son copain Gino qui le rejoint. Il lui dit comment t'as fait pour rentrer, mais apparemment il s'est faufilé malgré toutes les protections autour de la propriété. Et c'est Gino, dont le père suit l'actualité de près et en parle avec lui, qui vient lui faire un compte-rendu. Donc il lui explique qu'il y a un coup d'État, qu'ils ont tué le président de la République, qu'ils ont tué le Premier ministre ou quelqu'un comme ça. Et il raconte aussi que les fonds de Godson, donc c'est les deux un petit peu racistes là, qui habitent dans leur quartier, ils ont perdu leur cheval. Le cheval de la dame, il s'est enfui parce qu'il y avait des bombardements, il y a eu du feu, et le cheval s'est enfui. Et cette femme, elle est inconsolable, elle pleure à chaudes larmes, et elle veut absolument qu'on retrouve son cheval. Et comme elle pense que le père de Gino, il a des relations dans la politique, elle lui demande à lui de faire retrouver le cheval. Et le père de Gino lui dit, écoutez, le président de la République lui-même n'a rien pu faire pour lui-même. Comment vous voulez que moi je retrouve votre cheval? Et Gino, ça le met un petit peu en colère parce qu'il dit, ah ces colons, pour eux la vie d'un cheval, elle est plus importante que la vie des hommes. Et nous, on a le point de vue de Gabi, c'est écrit par ce petit garçon, mais lui, il réalise pas ce qui se passe autour de lui, parce que les balles, les coups de feu qu'il entend, évidemment, c'est des gens qui se font tuer tout autour de lui. Et si son père lui demande de s'éloigner des fenêtres, c'est parce qu'il risque lui aussi de mourir, mais il ne s'en rend pas bien compte. Finalement, la musique classique finit par s'arrêter et le nouveau président prend la parole. Et il déclare une liste de choses interdites, il déclare aux gens que il faut plus sortir, il y a un couvre-feu, il faut pas se réunir, etc. Et Gabi, sur ces déclarations, il s'endort avant la fin. Et lui, il fait un drôle de rêve. Il rêve qu'il est dans un nuage douillet qui est formé par des vapeurs de soufre. Alors les vapeurs de soufre, évidemment, c'est dangereux. Et c'est les vapeurs d'un volcan qui est en éruption. Donc il y a quelque chose d'horrible qui se passe et lui, il est en danger, mais en fait, il rêve que c'est douillet et qu'il est en sécurité parce que c'est un enfant, que son père l'a toujours tenu éloigné de la politique et il se rend pas compte, il réalise pas ce qui est en train de se passer autour de lui. Fin du résumé du chapitre 16. On va résumer le chapitre 17 du livre Petit pays de Gaël Faye. C'est un chapitre qui est très important parce que c'est là que tout bascule. Donc, il y a eu le coup d'État dans le chapitre précédent, mais pour l'instant, ça n'avait pas vraiment eu d'impact sur Gabi parce qu'il n'avait pas compris ce qui se passait. Là, il commence à décrire un petit peu ce qui se passe autour de lui. Il ouvre les yeux sur la réalité qui l'entoure. Il continue à dire que lui, il est privilégié parce qu'il vit dans une cité qui est assez protégée du monde extérieur, personne n'entre, mais autour d'eux, il y a tout un tas de massacres qui ont été perpétrés pendant cette semaine de coup d'État. Il décrit des choses assez horribles, on va en citer qu'une, par exemple, des grenades jetées dans une école et les élèves à l'intérieur qui sont morts brûlés vifs. Mais lui, il est protégé par l'ambassade de France, on leur envoie des gens qui donnent des consignes, et il est quand même assez tenu à l'écart de cette violence. Il l'aperçoit quand même parce que déjà il y a Proté et Donatien qui travaillent et qui viennent le voir, et eux, ils habitent pas dans les beaux quartiers, donc eux, ils passent vraiment au milieu de la violence et ils risquent vraiment leur vie. Il y a des jours où ils peuvent pas venir parce qu'il y a des milices, donc des milices, c'est comme une armée, mais c'est des particuliers en fait qui patrouillent dans les villes avec des armes, et parfois pour protéger la population et parfois pour la persécuter. Donc du coup, il se rend compte que par exemple les employés sont pas toujours là. Il va voir Proté parce qu'il se rappelle que Proté, il était très heureux quand il y avait eu le changement de gouvernement, quand ce fameux nouveau président était arrivé, donc avant de se faire assassiner. Et il dit que c'est pas seulement le président qu'ils ont assassiné, c'est l'espoir. Et il voit que Proté est infiniment triste. Ensuite, il va se passer un petit événement dans la vie de Gabi, mais qui va lui faire découvrir la violence qui l'entoure, parce que lui, finalement, il vit un petit peu quand même dans un monde plutôt privilégié, plutôt protégé.
Donc on se rappelle qu'il y a un voisin qui s'appelle Francis. Il habite dans ce quartier riche, mais il est plus pauvre que les autres. Il a une maison qui est un petit peu délabrée. Et lui, Gino, Armand et les jumeaux, ils vont sur son terrain pour lui voler des mangues dans son arbre. Je suppose que ça s'appelle un manguier, je ne sais plus. Donc ils ont fabriqué des perches, on se rappelle dans les premiers chapitres. Et avec leurs perches, ils viennent pour voler les mangues de Francis. Et alors à ce moment-là, Francis les voit et se met à courir derrière eux. Armand et les jumeaux courent très vite, ils sont déjà loin. Et lui, il se retourne pour voir si Francis court toujours derrière eux. Et à ce moment-là, il prend un coup de poing dans la figure et Francis les attrape, lui et Gino. On savait déjà que Francis, c'était un enfant qui était très fort, et là on va s'en rendre compte un peu plus parce que il y a des pluies de coups qui tombent sur lui, et Francis l'attrape et essaye de le noyer dans la rivière qui passe à côté de chez eux, qui s'appelle la Mua. Et il n'y a que 10 centimètres d'eau, mais vraiment, il le frappe, il lui cogne la tête au fond de l'eau. C'est décrit assez longuement, c'est très violent, et il essaye vraiment de le tuer, de le noyer au fond de la rivière, lui et Gino. Et c'est vraiment un choc pour Gabi parce qu'il n'a jamais été confronté à tant de violence et il n'en revient pas que quelqu'un essaye vraiment de le tuer. Donc lui, il a une réaction, c'est qu'il se débat autant qu'il peut, il cherche par tous les moyens à respirer et au bout d'un moment, il se soumet à la violence. Mais Gino, qui est à côté de lui, il ne se soumet pas. Et Francis, en plus d'essayer de les noyer, il insulte leur mère. Donc en fait, c'est des couples mixtes. Les mamans de Gino et de Gabi sont des femmes africaines et les deux pères sont des Européens blancs. Et donc, Francis, il les insulte en disant que leurs mères sont des prostituées, etc. Et Gino, ça le met dans une rage pas possible. Il refuse qu'on insulte sa mère, il se défend, il crie, il ne s'avoue pas vaincu. À tel point que pour le maintenir, Francis est obligé de lâcher Gabi. Et il continue à taper et à essayer de noyer Gino. Pendant ce temps, Gabi, lui, il reprend de l'air et il essaye de se relever. Depuis le début du livre, on sait que Gino ne parle jamais de sa mère, qu'il a une photo d'elle, qu'il lui écrit des lettres mais qu'elle ne répond pas. Et en fait, il va y avoir une révélation à ce moment-là. Pendant que Francis est en train d'assommer Gino au fond de l'eau et d'essayer de le noyer, il lui crie « Elle est où ta mère ?» Et Gino finit par dire « Elle est morte ». Et il le répète une deuxième fois en murmurant, il dit « Ma mère est morte ». Et alors finalement Francis le lâche et rentre chez lui. Donc Gabi essaye de nouer un contact avec son copain, mais son copain ne lui répond pas et il s'en va parce qu'il est trop blessé. Il est blessé pas seulement par les coups qu'il a pris, mais par les insultes qu'il a entendues et par le fait qu'il l'a forcé à avouer que sa mère était morte. Et du coup, Gabi, suite à ça, il décide d'aller récupérer ses perches dans le jardin de Francis. Et il dit que finalement, il a encore le goût du sang dans la bouche, parce qu'en le frappant, il s'est fait mal et il a du sang dans la bouche. Et il dit le goût du sang, on peut le ravaler. Mais les larmes de Gino, d'avoir vu Gino pleurer et humilié, il dit ça, il ne pourra pas l'avaler. Et du coup, il défie Francis du regard, et Francis le regarde, prendre les perches et partir. Et Francis continue à sourire d'un air arrogant. On voit que Gabi défie Francis et Francis continue à sourire, mais ils ne se frappent plus. Ils se regardent l'un en face de l'autre et ils laissent en plan au milieu les très bonnes mangues qu'ils viennent de récupérer dans l'arbre, qui vont pourrir dans l'herbe fraîche, parce que Gabi sait très bien que personne ne viendra les toucher. Le chapitre, il se termine comme ça, avec les mangues qui sont laissées en plan. C'est un petit peu un gâchis, et ça montre aussi le gâchis de toute cette violence qui se déclenche autour d'eux. Au-delà des mangues, on pense par exemple aux élèves. C'était des enfants qui ont été élevés pour vivre, qui ont des parents et qui sont morts dans une école incendiée. On voit vraiment dans ce chapitre-là la cruauté et l'absurdité de la violence et l'énorme gâchis que c'est. Fin du résumé du chapitre 17. On va résumer le chapitre 18 de Petit pays de Gaël Faye. Donc, il y a eu une bagarre entre Gino et Francis, et Gino a avoué que sa mère était morte. Depuis cet incident, ils n'en ont pas reparlé avec Gabi, et en fait, Gino le fuit. Armand et les jumeaux, ils ne savent pas ce qui s'est passé,
ils leur ont laissé croire qu'en fait, ils n'avaient pas été attrapés par Francis. Donc Gabi commence à réaliser que tout le monde est inquiet autour de lui. Il va parler des journées mortes. Alors en fait, c'est des journées dans lesquelles il y a des tracts qui sont distribués, ça veut dire des petits papiers avec des messages dessus, et ils menacent en fait la population. Ils disent telle date ou alors pendant plusieurs jours, interdit de sortir chez vous, c'est des journées dites journées mortes. Et en fait, la police, elle est d'accord avec ça et elle laisse faire. Et c'est des jeunes qui mettent des barrages sur les routes et dès que quelqu'un essaye de passer, soit il l'agresse, soit il jette des pierres sur les voitures ou sur les passants. Alors c'est quand même très violent parce que le lendemain, quand la journée morte est terminée, on trouve des morts dans les rues. Et il dit que les gens, ils comptent les morts et puis ils ramassent les pierres. Donc son père, il vit ça très mal, il est très inquiet parce que déjà il voulait cacher à ses enfants la violence et les problèmes politiques. Et en plus, il est directeur de plusieurs entreprises et ces entreprises ne peuvent plus fonctionner. Il doit mettre les gens au chômage et il y a 50 000 morts dans le pays. Enfin, c'est vraiment une situation très très difficile. En plus, il y a Proté et Innocent qui se sont battus sur la parcelle où ils habitent. Et c'est le père de Gabi qui a été pour les séparer. Et comme Innocent, il a frappé Proté et qu'il a refusé de s'excuser, il l'a licencié. Et Innocent, il est parti en insultant tout le monde. Enfin bon, dans des très mauvaises conditions. Et en fait, c'est à l'école que Gabi comprend vraiment ce qui se passe. Parce que en fait, il y a une tension dans ce pays entre différentes ethnies. Il y a deux ethnies, une qui s'appelle les Hutus, l'autre qui s'appelle les Tutsis. Et il réalise par exemple que les élèves, ils veulent pas trop se mélanger pendant les cours de sport ou alors quand il faut faire des groupes, ils veulent pas toujours être avec quelqu'un qui est pas de la même ethnie. Et il a vraiment compris ce qui se passait. Un jour, il y a eu une bagarre dans la cour et les professeurs n'étaient pas là. Et du coup, il a vu que les autres élèves sont venus autour et il y en a la moitié qui criait sale Hutu et l'autre moitié qui criait sale Tutsi. Et il dit que la guerre, elle est toujours là pour vous inventer un ennemi. Et il dit que même lui qui connaissait rien en politique et qui voulait se tenir loin de tout ça, il a été obligé de choisir un camp. Et c'est un chapitre très court, alors on va en lire un suivant.